Salut l'équipe, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle très grosse journée de stream. L'important maintenant, déjà, c'est qu'on est en compagnie de Fabakary Diatta. Sur ma droite, le combattant dans le coin droit, Fabakary, l'une des pépites du MMA français. Alors, on n'aime pas galvauder les termes, mais je t'avoue, je ne suis pas un grand expert du MMA. Je m'y suis mis il y a quelques mois, mais donc je suis allé parler un petit peu à la rédac. Je dis Fabakary Diatta, qu'est-ce que vous en pensez? On m'a dit pépite du MMA français. Donc le terme est pas galvaudé. Merci Fabakary d'être avec nous. Donc Fabakary, pourquoi tu es là? Parce que tu combats le vendredi 12 mai au Bellator Paris. C'est ça. Au Bellator Paris. Alors la tête d'affiche évidemment en tant que Français, c'est Mansour Barnaoui. Mais on a prévu vraiment un dispositif exceptionnel, aussi bien sur Twitch que sur RMC Sport 2, par exemple le combat de Fabakary. On va vous en dire un peu plus. En plus, il y a quelques infos peut-être exclusives à ce sujet. Il sera probablement sur Twitch vendredi 12 mai parce que l'on sera en live dès 16h. On fera monter la sauce. On aura évidemment des envoyés spéciaux sur place. On suivra des combattants toute la journée et on diffusera les premiers combats de la soirée avant de basculer sur RMC Sport 2, notamment pour voir le combat de Mansour Barnaoui. On va très vite évidemment répondre aux questions, discuter avec Fabakary, simplement pour répondre aux questions du chat. Ce soir, on diffuse pas les prélims UFC, on va diffuser le Cage Warriors dès 17h, 17h30. On va avoir 2h30 de combat en libre accès sur Twitch. Donc pour les fans de MMA, on met les petits plats dans les grands pour vous aujourd'hui. L'important maintenant, c'est Fabakary Diatta, combattant MMA, membre de la Hatch Academy. C'est ça. Qu'on considère, on va pas faire un classement, mais en tout cas comme une usine à champions. Il y a quand même, par exemple, Saladin Parnasse. Il y a Ramzan Jambiev qu'on a déjà reçu ici. Mais avant de parler justement de ton combat de vendredi, de la Hatch Academy, de la préparation au combat, ça peut être intéressant que tu nous racontes un peu ton histoire avec le MMA. Comment t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? En gros, quand t'étais gamin, est-ce que t'avais plutôt un poster de footeux ou un poster de combattant de MMA? Alors, en fait, mon histoire, on va dire que l'histoire avec le MMA, c'est parti d'un jeu. D'accord. Donc, avec mon ami d'enfance, en fait, c'était à l'ancienne, c'était à partir de la PS3 quand elle venait juste de sortir. C'est-à-dire que ça remonte à... PS3, ça remonte, hein? Ça remonte, ok. Ça ne nous rajeunit pas, mais très bien. Ça remonte à très loin. Donc, c'est à partir de là que j'ai connu le MMA. Okay. Mais à ce moment-là, je faisais déjà du foot. D'accord. Donc, pour moi, c'était un sport à part entière. Donc, je ne m'intéressais pas beaucoup. Moi, j'étais 100% footeux. Ok. Donc, me dire faire du MMA à côté du foot, c'était pas trop ça. Donc, juste après, on va dire, au fur et à mesure du temps, par rapport au foot, je me suis désintéressé. En fait, on va dire que je suis rentré un peu trop tard dans le monde du foot. D'accord. C'est-à-dire que je suis rentré à partir de 12 ans. Et moi, je voulais bien avant, à partir de 9 ans, c'est là où on commence à s'intéresser un peu plus à tout. Donc, je voulais me changer d'air, c'est-à-dire partir au rugby. D'accord. Attention, c'est mon sport. Hein. Là, si c'est pour me mettre dans la poche, c'est bon, c'est réussi, d'accord. Au rugby. Gabarit de demi de mêlée ailier. Ouais, franchement, après, je suis pas le rugby, mais j'ai kiffé quand j'avais fait. Bon, c'était quand j'étais en 5e, j'avais fait en 6e pour la première fois. Ouais, en UNSS, en fait, on fait découvrir les sports. Voilà, donc j'ai kiffé faire du rugby. Je me suis dit, pourquoi pas après le foot. Et non, mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas, il m'a dit, il y a un club de MMA à Aubervilliers. D'accord. Et moi, je ne savais pas où se trouvait. Donc, il m'a montré, c'était la Hatch Academy. D'accord. Qui venait juste de s'installer là où ils sont maintenant. Maintenant, ça va faire quoi? Presque 14 ans. Ouais. Donc, j'ai passé le pas. Tout début, mes parents, ils n'étaient pas trop pour. Parce qu'ils se disent... tu fais du foot, maintenant tu vas te faire taper, tu vas taper les gens. C'était un peu compliqué. Mais dès qu'ils ont vu que j'étais à fond dessus, en fait, dès que je finissais l'école, on va dire, je faisais mes devoirs, entre guillemets. Rapidement. Puis après, je branchais la PS3. Après, je partais directement m'entraîner. Et en fait, à chaque fois, et au fur et à mesure, au tout début, je me suis dit, j'allais faire 1 an, après me partir en rugby. Mais en fin de compte,
Ça fait presque 14 ans que je suis là-dedans. D'accord. Attention, parce que footballeur, Aubervilliers, ça veut dire supporter du PSG ? Non. Olympique de Marseille ? Ouais. Ah, très bien. Alors, je suis aussi supporter olympique de Marseille. Ça y est, c'est l'histoire d'une rencontre aujourd'hui. Un combattant de MMA qui voulait faire du rugby, qui vient de région parisienne et qui supporte l'Olympique de Marseille. Voilà une journée qui commence très très bien. C'est intéressant quand même ton parcours, parce qu'on a beaucoup de combattants de MMA. Alors surtout ceux qui viennent de l'ancienne génération, qui ont chacun un peu un background. Par exemple, on a reçu, je sais pas, alors c'est pas l'ancienne génération, c'est la nouvelle, mais par exemple Baki, il vient du judo. Et puis lui, il était fan de judo et il s'est mis au MMA. Toi, le premier sport de combat, l'art martial, c'est le MMA. Le MMA. Donc, si en tant que combattant, j'imagine que tu es plutôt un profil complet, ou bien il y a vraiment, on va pas parler de points faibles parce que tu combats vendredi, on va pas mettre d'indication, mais on va dire ton profil de combattant, ce serait plutôt quoi ? Debout, au sol, là où t'excelles. Debout. D'accord. Après, je me mens pas que je préfère. Je suis complet, on va dire. Je suis complet. Je vais pas avoir peur d'aller au sol ou de lutter. Mais je préfère le pied-point. Tu seras plus dans ton élément debout, mais tu sauras répondre évidemment à un défi, si c'est au sol. Attention, Fabakary Diatta, c'est vraiment un gros prospect, une grosse pépite du MMA. On va parler de ton bilan, on va parler des derniers combats, on va parler de l'avenir. Mais c'est vrai que t'es peut-être pas le plus connu même de la Hatch Academy. Bon, alors évidemment, il y a Saladin, mais qui a déjà un palmarès extrêmement important. Toi, je crois que ton bilan, c'est en 8-1. C'est ça. Je vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a fait une story ensemble sur Insta. T'as pas énormément de followers, et c'est des choses, c'est un peu... Est-ce que déjà, c'est frustrant au MMA de penser que la performance sportive seule ne suffit pas ? Un peu. Ouais. Franchement, c'est difficile, mais bon, on arrive dans une ère où tout ce qui est réseaux sociaux, en fait, c'est ça qui fonctionne. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, exemple, parce que quand on disait le MMA, avant, les gens disaient UFC. En fait, ils ne savaient pas faire la différence entre le MMA et le sport en lui-même et une organisation. Donc, c'est un peu difficile. Donc maintenant, tu es obligé de passer par les réseaux pour que les gens te connaissent. Et malheureusement, c'est comme ça. Je suis pas trop réseau. Ouais. J'essaye en ce moment, mais petit à petit, on va dire. J'espère. Tu forces un peu ta nature pour rentrer dans le jeu. Voilà, en fait, je suis pas quelqu'un qui me montre énormément. C'est-à-dire que pour faire, je vous dis, je sais pas moi, une photo, je l'ai postée le 15 avril, je vais plus poster. C'est fait pour le mois, voilà. J'ai fait mon quota. Le manager pourra rien te dire, j'ai été actif. C'est ça, mais malheureusement, c'est pas possible parce qu'en fait, les gens, ils veulent en savoir plus sur toi. Donc, par rapport à tes entraînements, on va dire un peu ta vie, même si une personne n'est pas ouverte à tout le monde. Les gens, ils essaient de savoir qu'est-ce qu'il fait d'habitude, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, quoi comme entraînement, il va où en vacances. Malheureusement, on est obligé de passer comme ça. Ouais, donc sur une échelle, on va dire, toi, tu es plutôt du côté un peu style Mansour Barnaoui, c'est-à-dire un peu plus reculé, un peu plus discret, et c'est vraiment, tu veux être reconnu avant tout comme combattant, pas comme influenceur. Voilà, c'est l'idée. Et alors, il n'y a pas que ça en MMA. Il y a, on va dire, la popularité. Alors évidemment, les combattants, il faut être un bon combattant, évidemment, mais ça, exceller dans son sport, dans tous les sports, c'est pareil. Il y a la popularité, il y a le trash talking aussi, qui fait aussi parfois partie de la popularité, qui se retourne aussi parfois. On le voit par exemple avec l'exemple de Cédric Doumbé, où il y avait vraiment un très gros élan derrière lui parce qu'il faisait rire tout le monde, c'était vraiment un show. Et on voit que maintenant, pareil, sur les réseaux sociaux, ça se retourne un peu vite contre lui. Est-ce que toi, le trash talking, pareil, dans le même genre, c'est quelque chose qui n'arrive pas ? Personnellement, c'est pas moi. En fait, il faut se dire que le trash talking, c'est jouer un personnage. Et moi, je suis pas une personne qui joue le personnage pour, pour provoquer. Je peux provoquer, mais c'est pas dans ma nature. Parce que je prends un exemple, même si c'est un mauvais exemple, mais par rapport au foot, Ibrahimovic, il est comme ça. Il est comme ça. Il joue pas. Il joue pas. Peut-être qu'il grossit un peu le trait. Il grossit, mais il est comme il est. C'est-à-dire qu'il est là en interview, il peut normal. Bon, je vais pas dire insulter, mais il peut taquiner. Il taquinait tout le monde, normal. Mais une personne lambda qui commence à faire pareil,
déjà ils vont voir qu'il joue un jeu. Ça sonne un peu faux, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Et alors il y a un troisième aspect qui est plus proche de la performance sportive, c'est aussi la spectacularité des combats. Ouais. Tu le sais bien, je regardais ton bilan, alors il est très bien, il était encore mieux il y a un an, on va revenir sur le dernier combat, t'étais en 8-0, t'es en 8-1, mais la majeure partie de tes combats, ils se terminent à la décision. Il y a 6 combats à la décision, 3 combats, 2 KO en ta faveur, 1 soumission. Est-ce que maintenant, dans l'évolution de ton style, par exemple pour vendredi 12 mai, est-ce que l'objectif c'est de gagner évidemment, mais aussi c'est de mettre KO l'adversaire pour augmenter un peu la spectacularité, et ça peut après aussi déboucher sur autre chose? Ouais, après on veut tous mettre le KO extraordinaire qui, on va dire, qui va faire un highlight mondial. Mais le souci c'est qu'on ne maîtrise pas le KO, c'est que le KO arrive quand il doit arriver. Après, si ça ne se finit pas en KO, j'essaierai de faire comme le premier Bellator, où j'ai réussi à porter mon adversaire sur l'épaule, où ça fait, on va dire, une petite hype pour mon entrée au Bellator. Donc un petit truc comme ça, ouais. D'accord. N'hésitez pas à poser directement vos questions à Fabakary, qui se fera un plaisir d'y répondre, ou de faire semblant de ne pas lire les questions si ça le dérange. Donc, Hatch Academy, tu es en moins de 66 kilos. C'est bien ça. Moins de 66 kilos, à l'Hatch Academy, il y a Saladin Parnasse, alors moins 66, moins de 70 aussi. Ouais. Il y a Ramzan Jambiev également, qui sont tous les deux au KSW. C'est tes partenaires d'entraînement. Tu prépares le combat de vendredi avec Saladin, avec Ramzan, avec d'autres combattants? C'est bien ça. C'est des grosses guerres à l'entraînement face à des combattants. Alors par exemple Saladin, il est considéré par beaucoup comme le meilleur combattant français, ou l'un des tout meilleurs combattants français. Grosse guerre à l'entraînement, en sparring avec Saladin. Voilà, on va dire que sur la fin de la prépa on essaie de minimiser des grosses guerres, mais au tout début, grosse guerre. Après, c'est pas grosse guerre au point où on se met KO ou des trucs comme ça, mais on met de l'intensité, beaucoup d'intensité, que ce soit au niveau de la lutte, avec Ramzan aussi, ou même avec mes autres partenaires. C'est qu'on essaie comment expliquer, de se rapprocher au maximum de notre objectif, et même de mon adversaire, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'avoir le même style que lui, même si on ne peut pas avoir un style pareil, le copier, on va dire. Mais on essaie d'avoir un petit truc qui ressemble. Et après, on enchaîne avec de l'intensité. J'essaie de sortir de ça. Après, on verra bien le 12 mai. Alors, donc, ça veut dire que lors d'un sparring, par exemple, tu combats pas Saladin ou Ramzan, tu combats Saladin ou Ramzan qui mime un peu l'attitude de ton... Donc, c'est pas toujours évident de juger. Toi aussi, j'imagine que tu sers de sparring parfois, de préparation de combat à Saladin, à Ramzan. Alors, peu importe que ce soit l'un des deux, c'est lequel le combattant en sparring qui t'a le plus posé de problème depuis que tu t'entraînes au MMA? Saladin. Et depuis, on a commencé ensemble, donc on se connaît par cœur. Donc il sait très bien que si je le mets un coup, il va remettre 2 coups. Donc en fait, on se connaît trop sur ce genre de truc. Donc toujours bonne entente. C'est-à-dire que à la fin, on rigole toujours. Mais si je me prends plusieurs coups et il est plus rapide que moi, J'essaye de mettre en difficulté, et lui il me met en difficulté. Après, toujours dans la bonne entente. Mais c'est vrai que vous avez un profil très proche, parce que lui aussi a commencé par le MMA, donc vous avez un profil un peu complet à ce niveau-là. Donc moins de 66 kilos, ça ce sera vendredi. Là par exemple, maintenant, t'es à combien? Alors je sais pas si tu peux le dire, mais il te reste combien de kilos à perdre? Comment ça marche? Là il me reste 3 kilos à perdre. Ça va, avant une semaine, donc tu es à 69 kilos. C'est ce qu'on appelle le cutting, c'est la période où tu vas devoir perdre du poids juste avant le combat pour la peser. C'est ça. Et après, est-ce que le plan, j'imagine que vous travaillez avec un nutritionniste par exemple, moi je travaille. tu as déjà une idée par exemple du volume calorique que tu dois prendre après la pesée?
Combien tu vas devoir reprendre avant d'aller dans la cage? Ça, je sais pas du tout. Ouais. Ça, c'est lui qui gère. Ouais. Mais là, je peux dire qu'en ce moment, je suis en surhydratation. C'est-à-dire que je dois boire 5 litres par jour. Okay. Un truc que j'ai jamais fait. Donc, des passages aux toilettes, c'est fréquent. D'accord. Et bon, on essaye de faire ça correctement et de pas trop souffrir au coaching. Alors, il y a un thème assez intéressant là-dessus qui répond, si tu veux, parce que c'est des thèmes qui sont très personnels. Le dernier combat, tu l'as perdu. Ouais. Et j'ai vu une interview où t'expliquais deux choses. La première, c'est que c'était déjà à Paris. Ouais. Et la deuxième, c'est que tu sortais de la période de Ramadan. Et là, ça ressemble un peu à la même chose. Ça va être le bon moment pour vraiment tourner la page. Pourquoi ? Parce que c'est encore à Paris, le vendredi 12 mai. On diffusera ton combat normalement sur Twitch et le combat de Mansour sera sur RMC Sport 2. Et on sort également de la période de Ramadan. Ouais. Est-ce que dans la préparation du combat, au niveau entraînement, intensité, pendant le Ramadan, tu as changé quelque chose par rapport au dernier combat où tu t'es incliné face à Jordan Barton ? Oui, il y a eu des modifications un peu plus poussées que la dernière fois. Et après, il y avait aussi le sujet à la blessure où moi, personnellement, où je sais que quand je me prépare par rapport à toutes ces années que j'ai fait du MMA, je me suis beaucoup blessé. Donc après, là, c'était un peu... On s'est beaucoup concentré sur cette partie-là pour pas que je me blesse. D'accord. Et après, sinon, tout ce qui est entraînement, tout ça, on a changé quelques trucs sur la préparation physique, au niveau de la lutte, tout ça, c'était beaucoup plus axé sur certains points que je ne maîtrisais pas, que là, ça s'est amélioré. D'accord. Donc là, on recherche le détail, ce qui n'a pas forcément fonctionné. C'est bien ça. Et alors, par exemple, pendant Ramadan, j'imagine que l'entraînement, parce qu'en fait, je pense à tu sais que ce soir, il y a l'UFC qu'on diffusera évidemment sur RMC Sport 2. Et Mohamed, qui affronte Burns, a parlé de ça et il disait qu'il allégeait assez nettement ses entraînements pendant cette période, et le plus dur c'était de résister au phtor où parfois il mangeait trop sucré et il devait faire attention à ça, et c'était quasiment ça le plus dur. La journée type, la tienne, elle évolue, j'imagine, en période de Ramadan en tant que combattant pro de MMA. Ouais, parce que je veux dire une journée type, je peux te dire le lundi, je sais que je lutte. Donc avec Saladin, Ramzan et d'autres partenaires, on lutte à peu près vers midi, 1h. Après, le temps qu'on se repose jusqu'au soir, jusqu'à 20h30. Donc, on va dire qu'on a la période où on peut se reposer. Mais au niveau de l'intensité, on va dire le matin, c'est moins intense, mais on garde le rythme. D'accord. Et le soir, on essaye d'envoyer plus, même si la période d'hydratation, elle est très courte. C'est-à-dire qu'il y a le tour et d'un coup, on commence à manger. On peut pas manger énormément parce qu'on se dit si on mange tout un plat ou plusieurs dates ou des trucs comme ça, ça va être compliqué. Ça va remonter très vite. Un coup, on va gerber. Donc en fait, vous décalez l'entraînement plus intense au soir, un peu plus léger en journée. Justement, le dernier combat face à Jordan Barton. Alors on aime bien analyser les combats, etc. Là, tu combats la semaine prochaine. Je vais pas t'emmerder avec un combat perdu, mais